Je vais traiter effectivement d'un thème qui concerne directement effectivement les correspondants informatiques et liberté, déjà immédiatement pour certains secteurs d'activité, je pense aux opérateurs, et très rapidement, dans le cadre du projet de règlement, tous les correspondants informatiques et liberté. Et pour démarrer, j'ai choisi deux illustrations. Je ne les ai pas choisies par masochisme. Alors je ne sais pas si au fond vous pouvez lire les deux entités donc, qui ont eu à faire face à des petits soucis de sécurité. Ce n'est pas par masochisme que j'ai choisi ces deux illustrations. Donc en haut, vous avez une faille sur le site web de la CNIL, et en bas, vous avez une faille sur le site de la FCDP. Je les ai volontairement prises parce que ça illustre l'un des conseils que nous ont à chaque fois donné les Chief Privacy Officers américains qu'on a eu l'occasion d'auditionner dans le cadre de notre groupe de travail notification. Ils nous ont tous dit la même chose. La question n'est pas de savoir si nous allons avoir dans le futur à notifier, la question c'est de savoir quand nous allons avoir à notifier. Et donc le deuxième point tout de suite qui vient immédiatement, c'est qu'il faut absolument nous y préparer. Et le propos de Mireille, j'ai compris que Groupama avait déjà ouvert le chantier, alors que Groupama n'y est pas contraint et que personne ne peut encore prévoir ce que donnera le projet de règlement européen. Donc ça, c'est le deuxième point. La question qui vient tout de suite après, s'il faut s'y préparer, c'est qui doit piloter le projet. Bon, il nous apparaît que comme on parle de notification, de traitement aux données personnelles, il nous apparaît que c'est au correspondant informatique et liberté au moins d'initier le sujet. Je tournerai d'une autre façon. A priori, dans une entreprise, aujourd'hui, si le sujet n'est pas lancé sur le tapis, s'il n'y a pas un chantier là-dessus et qu'il y a un correspondant, il y a une petite question à se poser. Ce serait dommage quand même que ce soit une autre fonction qui initie la question. La dernière question qu'on peut se poser également, c'est à quel moment il faut attaquer le sujet. Alors, est-ce qu'il faut le traiter rapidement? Est-ce qu'il faut s'y attaquer dès maintenant? Ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir le dos au mur, c'est-à-dire quand on aura à appliquer le projet de règlement, même si dans le projet, à l'heure actuelle, le temps que le projet soit promulgué, a priori, on aura encore 2 ans pour s'y conformer. Mais ça représente quand même un chantier considérable, donc il peut être intéressant effectivement de lancer le sujet tout de suite. Je pourrais m'arrêter là parce que l'essentiel est dit. On m'a laissé un peu de temps, donc je vais développer un peu et vous donner quelques précisions. On travaille sur le sujet depuis 2009, donc on avait eu la première fois l'occasion devant des RSSI d'évoquer le sujet en 2009. Et les RSSI en 2009 qu'on avait rencontrés là-dessus étaient très très surpris. Je me souviens de leur réaction, c'était surtout une réaction de « ça ne peut pas exister, jamais on ne fera de notification de violation au traitement ». Et donc ils avaient été surpris à l'époque quand on leur avait montré que ça se faisait déjà à l'étranger depuis de nombreuses années. Donc je vais vous donner des informations sur ce point. Alors il n'existe pas à notre connaissance d'études qui montreraient, qui prouveraient, qui mesureraient l'efficacité d'une telle mesure. Mais à nouveau, lors de nos auditions de Chief Privacy Officer, ils nous ont tous dit également qu'il y avait un avant et après, et qu'aux États-Unis notamment, depuis qu'ils ont l'obligation dans de nombreux États de notifier les data breach, on les écoutait, ils avaient des budgets, et la sécurité des données, entre autres personnels, avait fait une avancée considérable. Donc on a pris la décision rapidement de constituer un groupe de travail transverse, donc, dans lequel il y a des RSSI, mais il y a tous les profils très variés qu'on retrouve à l'FCDP, des juristes et d'autres profils. Et on a effectivement lancé, alors c'était amusant, on avait lancé ce groupe au Palais du Luxembourg le 23 mars, pour ceux qui se souviennent, c'était le jour même où la proposition de loi d'Étraigne-Escoffier avait été votée. Et ensuite, effectivement, à 2 reprises, vous voyez une belle photo des Américains à droite avec des coupes de champagne, on les avait emmenés sur la tour Montparnasse, ça leur avait beaucoup plu, et on avait auditionné ces Américains. Alors il faut savoir que dans chaque État, il y a une loi différente, et on a vécu quelque chose d'assez amusant, c'est que chacun passait au micro, racontait comment il avait monté sa procédure, répondait à nos questions, et on a eu la surprise de voir des Chief Privacy Officers américains être obligés de venir à Paris pour s'apercevoir qu'ils ne traitaient pas de la même façon. Donc le Chief Privacy Officer de la banque américaine disait à son collègue « Ah bon, tu fais comme ça? Nous, on ne fait pas du tout comme ça. » Donc c'était intéressant, l'association est utile.
La dernière audition qu'on a faite, c'est le Chief Privacy Officer Monde de Walt Disney Company. Et il nous a donné des informations très très intéressantes. Une information qui intéresse les métiers directement, ça a un impact direct sur les salaires aux États-Unis. Une Chief Privacy Officer, donc c'est une femme, qui a priori détient le record d'un salaire annuel de 700 000 $ plus bonus. Et elle a été embauchée après une data breach qui avait fait la une de l'actualité. On a également, dans le cadre de ce groupe de travail, auditionné M. Gwendal Legrand, le chef de l'expertise technique, dans le contexte du paquet télécom, donc qui oblige une catégorie particulière, qui sont les opérateurs, les entreprises qui sont à l'ARCEP, de notifier à la CNIL et dans certains cas aux personnes. Et sur notre réseau privé et social, on échange également beaucoup sur ce sujet. Donc, il ne faudrait pas faire, par contre, de confusion entre plusieurs cadres. J'ai évoqué à plusieurs reprises la proposition de loi d'Étranier-Escoffier, qui avait été votée au Sénat en mars 2010, mais qui n'est jamais sortie de cet état-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, mais elle prévoyait non seulement le SIL obligatoire, mais également la notification à la CNIL pour tous les secteurs d'activité. Donc c'était un premier galop d'essai, ça a permis à chacun de réfléchir au sujet, de se positionner. Ce qui est intéressant, c'est de voir, comme je l'indiquais, que ça se fait dans d'autres États, dans d'autres pays, et dans certains pays depuis longtemps. 2003, c'est, je pense, à la Californie. Mais en Europe, je ne sais pas si nombreux d'entre vous le savent, mais depuis 2009, nos voisins, il ne faut pas aller très loin, les Allemands, sont soumis à cette obligation, et sur tous les secteurs. Je vous donnerai plus d'informations. En France, avec le paquet télécom, et en Europe plus largement, donc le paquet télécom, il y avait toute une partie sur les cookies, et il y a une partie sur la notification des violations. Là aussi, je vais vous montrer un détail. Et le projet de règlement, donc, qui étend cette obligation à l'ensemble des secteurs. Donc aux États-Unis, effectivement, vous retrouvez soit certains États qui l'ont passé. Donc au Canada, comme aux États-Unis, vous retrouvez des lois au niveau des États et non pas des lois fédérales. Aux États-Unis, il y a plusieurs projets, par contre, de bill au niveau fédéral, mais ils ont actuellement d'autres chats à fouetter. Et dans certains pays, vous retrouvez cette obligation, mais sur des secteurs d'activité bien particuliers, comme la santé ou le domaine bancaire. En Allemagne, je vous ai donné, je ressors ici le texte. Donc ça nous concerne, eux ils ont fait un choix, ça ne concerne que les données qui chez nous sont dites les données dites sensibles ou interdites de traitement, sauf, donc vous retrouvez les données de santé, des choses comme ça. Et effectivement, on doit informer la personne. Alors ce qui est intéressant, c'est la finalité et pourquoi on s'embête à notifier les violations. C'est surtout pour donner une chance à la personne concernée de se protéger. C'est vraiment la raison même de la notification. En ce qui concerne les opérateurs, donc avec l'ordonnance du 21 août, voilà le diagramme logique. Vous avez en haut le contrôleur, donc en anglais c'est le responsable de traitement. Alors il connaît, il réalise qu'il a un incident. Vous savez qu'assez souvent, c'est l'extérieur qui lui signale que. Et la première question qui doit se poser aujourd'hui dans ce texte-là, c'est est-ce que nous avions pris des mesures techniques qui rendaient les données inintelligibles. Le texte ne dit pas plus, bien sûr, parce qu'un texte de loi doit être agnostique en termes de technologie, mais on pense à du chiffrement, de la tokenisation ou ce genre de choses, du contrôle d'accès très restreint. Donc, si effectivement le responsable de traitement pense qu'il a pris des mesures appropriées, dans ce cas-là, il ne va pas notifier, mais il ne faut pas qu'il se trompe sur son analyse. Si au contraire, il n'y a pas eu ces précautions qui ont été prises, pas suffisantes, à ce moment-là, il doit se poser la question, il doit faire une analyse de risque. Mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas une analyse de risque pour l'entreprise, c'est une analyse de risque pour les personnes concernées. S'il pense qu'il peut y avoir un impact pour les personnes concernées, à ce moment-là, il va notifier à la fois à l'autorité de contrôle et aux personnes concernées. Voilà. S'il pense au contraire qu'il n'y a pas eu de risque, qu'il n'y a pas de risque pour les personnes concernées, il va notifier à l'autorité, donc à la CNIL. Et la CNIL va se reposer la même question. Elle va, elle, faire également cette analyse. Y a-t-il un risque pour les personnes? Si elle a un avis différent, elle va mettre en demeure le responsable de traitement de notifier aux personnes concernées. D'après nous, effectivement, sur ce projet, donc, devrait être initié par un correspondant informatique et liberté. Ça touche énormément de sujets. Vous retrouvez des fonctions que vous retrouvez d'habitude dans les situations de crise. Et vous retrouvez, bien sûr, le RSSI. Mais il faut également prévoir la relation, par exemple, avec les syndicats, avec les actionnaires. Il va falloir aussi former, informer, préparer les commerciaux.
qui auront sans doute à répondre aux questions des clients. Comment se fait-il que vous n'ayez pas été suffisamment prudent avec mes données personnelles ou ce genre de choses. Il faudra répondre à la presse. Il faudra répondre également, plutôt passer beaucoup de temps à rédiger la fameuse lettre de notification, non seulement à l'autorité de contrôle, mais aux personnes. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Qui va signer cette lettre? Est-ce qu'on va s'excuser? Est-ce qu'on va donner des informations sur l'origine de l'incident ou pas? Voilà. Et il faudrait effectivement, je l'ai indiqué, Mireille a évoqué l'article 35 de la loi, donc dans les cas de sous-traitance, le fait de sous-traiter, dont n'exonère pas le responsable de traitement de ses responsabilités. Et ce qui serait intéressant, ça serait de penser d'ores et déjà à inclure dans les contrats qui sont actuellement en cours de rédaction, d'anticiper, hein, si on a l'obligation de notifier dans 3 ans et que vous êtes en train de mettre en place un contrat d'une durée de 5 ans, c'est toujours plus facile quand même d'intégrer ça dès le début, ou cette notion-là vis-à-vis de votre sous-traitant. Ce qui serait un peu étonnant, c'est que le sous-traitant connaisse un incident de sécurité qui expose, donc qui met en danger les données personnelles, vos données personnelles, ou plutôt les données personnelles des personnes concernées, de vos clients, de vos salariés, de vos patients, et que vous la preniez, non pas par le sous-traitant, mais par un autre biais. Donc voilà un extrait des multiples sujets auxquelles on devrait, les questions auxquelles on devrait répondre, avec des questions comme par exemple qui prendra la décision de notifier. Alors c'est toujours le responsable de traitement, de toute façon, in fine, qui prend la décision, mais il va prendre cette décision sur des éléments motivés qu'on va lui fournir. Est-ce qu'on va suivre une méthode, et si oui, laquelle, pour objectiver le risque pour les personnes, ou est-ce qu'on va faire ça au doigt mouillé? Qui signera la lettre, donc je vous en ai parlé tout à l'heure? Qui va gérer au quotidien et en très rapproché la relation avec la CNIL? Est-ce qu'on peut éventuellement s'assurer contre les frais qui seront engendrés par une notification et par le traitement de la notification? Ça se fait beaucoup aux États-Unis, donc ça c'est une des questions. Et des questions plus exotiques mais importantes, est-ce qu'on doit uniquement s'intéresser aux incidents qui ont débouché ou qui devraient déboucher, qui pourraient déboucher sur une notification, ou est-ce qu'on étend la réflexion au NIRMIS? C'est notamment le conseil de l'ICO, donc qui est la CNIL britannique, qui recommande aux responsables de traitement britanniques d'inclure la réflexion au NIRMIS. Les NIRMIS, c'est les loupés. C'est-à-dire on a failli avoir un incident de sécurité, on a failli avoir une exposition des données de santé, des données personnelles, mais finalement, par chance, souvent par hasard, on est passé à côté. Si on ne traite pas ces NIRMIS, on n'apprend rien, et la prochaine fois, ce ne sera pas un NIRMIS, ce sera un vrai incident, et on devra notifier. Donc c'est intéressant aussi de mettre dans sa boucle de la douleur, sa route d'Hemming, d'étendre son radar également à ces points-là. Donc pour terminer, au niveau de la FCDP, on a décidé, comme le projet de règlement est un projet européen, c'est un règlement, ce n'est pas une directive, donc il sera d'application directe, donc tout se joue au niveau de Bruxelles et plus au niveau national. Donc on a créé l'année dernière avec nos homologues allemands, néerlandais, espagnols, une confédération des associations des professionnels de la protection des données personnelles qui s'appelle CEDPO. Et notre premier chantier, c'est justement de prendre position auprès de la Commission européenne pour faire entendre la voix des professionnels concernés, donc des correspondants informatique et liberté et des futurs délégués à la protection des données. Et donc on fait une proposition à l'heure actuelle dans le texte le projet de règlement, la notification sera binaire. Qu'on ait un incident mineur ou qu'on ait un incident plus sévère, il faudra de toute façon systématiquement notifier aux autorités de contrôle. On peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Premièrement, ça va submerger les autorités de contrôle, hein, pour la moindre clé USB perdue ou un PC volé, non chiffré, ce genre de choses. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est le risque de notification fatigue qui est connu aux États-Unis. Hein. Quand on a commencé à auditionner les Chief Privacy Officers américains, on leur a demandé, mais vous-même, avant d'être Chief Privacy Officer, vous êtes citoyen américain. Donc vous-même, quand vous rentrez à la maison, est-ce que vous avez déjà reçu des lettres de notification? Et la réponse, c'est oui. Et alors, sous-entendu, est-ce que vous changez de banque? Est-ce que vous changez d'assurance? Ils regardent ça comme on regarde une publicité et puis on la jette à la poubelle. Hein. Ils en sont à ce niveau-là. Voilà. Et la troisième logique, c'est que le projet de règlement prévoit l'obligation, quasi-obligation, de désigner un correspondant, ou pardon, un délégué à la protection des données. Donc il nous semble intéressant que la Commission
aille plus loin dans son idée, quitte à rendre la fonction obligatoire, autant lui donner encore plus de valeur. Donc notre proposition, c'est la suivante, c'est qu'en cas d'incident, à ce moment-là, le responsable de traitement s'appuierait sur son délégué à la protection des données, ou Data Privacy Officer. Cet expert qui est dans l'entreprise, qui connaît les traitements, qui a déjà fait une analyse de risque, par exemple, fait sa propre analyse, tient compte du contexte et rend son conseil, ça reste bien un conseil, au responsable de traitement. Oui, nous sommes dans un cas où il est nécessaire de notifier, et le DPO va continuer à travailler dans ce sens-là, ou alors non, c'est une notification mineure. On ne va pas le cacher ça sous le tapis. On a une documentation à tenir, donc on va documenter très soigneusement ce qui est arrivé. On va resserrer les boulons qui doivent être serrés pour pas que ça se reproduise dans le futur. Et la documentation est à la disposition de l'autorité de contrôle. J'ai bien noté que c'est un conseil. La responsabilité reste sur la tête du responsable de traitement. Je me suis focalisé sur la notification des violations. C'est le carré rectangle orange au milieu. Donc, dans le projet de règlement, les numéros que j'ai mis, ça fait référence aux articles du projet de règlement. Donc, ce sont les articles 31 et 32. Mais dans le projet de règlement, il y a beaucoup d'autres choses, comme par exemple le Privacy by Design, qui est l'article 23, les Privacy Impact Assessment, donc les analyses d'impact préalables, qu'on n'aura pas l'obligation de faire sur tous les traitements, mais sur certains traitements, on va dire ceux les plus sensibles. Je ne rentre pas dans le détail. On nous demande aussi de valider les garanties présentées par les sous-traitants. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. J'ai mis aussi à droite la gestion des incidents de sécurité. Ça, c'est pas dans le projet de règlement. Ce que je veux montrer, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que c'est intéressant de penser en synergie, en boucle de rétroaction, et pas uniquement se focaliser, d'avoir une réflexion uniquement sur le périmètre de la notification. Je prends un exemple concret. Je suis correspondant informatique et liberté ou Data Privacy Officer. J'ai fait une analyse d'impact, celle qui m'est demandée par le projet de règlement. Et donc, dans cette analyse d'impact, je me suis posé la question, est-ce que ce traitement à caractère personnel peut présenter un risque pour les personnes ? Et si oui, eh bien, on a fait en amont, on a fait des réflexions de privacy by design, on a essayé de minimiser les risques, etc. Et donc, on a documenté. Et si plus tard, on a un incident qui nous amène à réfléchir sur la nécessité de notifier, on sera très heureux de ressortir le Privacy Impact Assessment, de voir si effectivement on avait prévu tous les cas de figure, ou si au contraire on en a oublié, et bien à ce moment-là on va améliorer son Privacy Impact Assessment. Donc je n'ai pas dessiné ici des boucles de rétroaction, mais pour moi tout ça se tient. Le problème du projet de règlement, c'est un texte qui est découpé en articles, donc on perd la vision juridique, perd cette vision globale dans laquelle on voit que vraiment que tout est lié. On ne peut pas découper en tranches tous ces points. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Merci de votre attention.